Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Rivka Soudry. Bonsoir Rivka. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors Rivka, tu es coach parental, tu es conférencière, tu es formatrice et ce soir, tu vas nous parler comment, nouvelle année, nouveaux défis pour faire grandir nos enfants. Voilà. Donc, pour beaucoup d'entre Merci. vous, c'est le premier jour de la rentrée scolaire. Pour certains, ça s'est passé jeudi ou vendredi, pas beaucoup. Et déjà, je suis très honorée d'être celle qui fait ce démarrage. Enfin, peut-être qu'il y a eu quelqu'un la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de suivre, mais j'ai envie de dire, c'est les toutes premières soirées où on couche nos enfants à une heure assez raisonnable. Tu me dis, j'ai un ventilateur qui tourne à côté. Si j'espère que le bruit ne gêne pas, hein. Tu me dis si ça gêne. Voilà. Alors, les débuts d'année, c'est toujours là où on prend plein de bonnes décisions. Cette année, on va coucher tôt les enfants. Je crois que c'est la première bonne décision qu'on prend. Déjà, je voudrais féliciter tous les parents qui sont là parce que c'est pas évident de reprendre le rythme et de pouvoir se libérer à 21 heures. Alors, juste quand il y a des participants qui arrivent, je les vois et je les valide. Est-ce que tu les vois Je m'en aussi? occupe, je m'en occupe, Rivka. Je m'en D'accord, je occupe. m'en occupe, hein. Tu les vois aussi, hein? Oui, D'accord. oui, Donc, je m'en occupe. je touche plus. Je touche plus, je me concentre sur ce que j'ai à dire. Donc voilà, j'ai commencé par dire que c'est pas évident à 21 heures le soir de se libérer, d'être devant son écran, d'avoir fini de coucher ses enfants. C'est un nouveau rythme à prendre. En général, les vacances, on a laissé un peu couler, hein. Souvent, voilà, on s'embête un peu moins avec les obligations, les horaires, etc. Et donc, c'est vraiment la reprise, c'est vraiment tout un rythme qui se modifie. J'ai envie de dire, tout le rituel, tout le rythme à la maison qui se modifie. Et c'est la raison pour laquelle aussi, souvent, on prend beaucoup de nouvelles résolutions. Et c'est ce qui fait que ce titre a été choisi, les nouveaux défis pour faire grandir nos enfants. Je vais essayer de rester assez proche de chaque mot qui a été choisi pour ce thème. Et donc, je pense que tous ces nouveaux défis, c'est surtout parce que ces résolutions, elles sont toutes fraîches en début d'année. On a souvent tout un programme en tête. Moi-même, je ne vous dis pas tout ce que j'ai en tête en ce début d'année. Et puis le temps passe et il y a une partie de ce programme qui va peut-être passer aux oubliettes, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi par exemple les nouveaux défis du début de l'année? Et combien de temps en général on va les tenir? Alors, j'ai noté pour moi, peut-être vous vous sentirez concerné. N'hésitez pas à faire des petits signes si vous êtes concerné, vous levez le doigt, vous levez la main. Ben déjà, d'être à l'heure à l'école, hein, ça c'est, je pense, le premier défi de tous les parents. C'est un vrai programme d'arriver à l'heure à l'école. Ça demande toute une organisation qui démarre la veille, hein, l'heure des douches, l'heure des devoirs, l'heure du coucher, pour que le lendemain, l'heure du réveil, et surtout ne pas perdre trop de temps et partir suffisamment tôt. Et puis arriver à l'heure à l'école, ce n'est pas tout. Encore faut-il arriver sans avoir eu besoin d'hurler, de crier, de s'énerver, de menacer. Ça, c'est moins simple, hein. Donc, nouveau défi, ça peut être aussi moins crier le matin. Voilà, vous pouvez lever la main si vous sentez concerné. J'ajoute moins crier le soir. OK. Et puis alors, quand on part sur un programme bien rythmé, bien ficelé, parfois, on se met un peu en mode gendarme sans s'en rendre compte. Et en fait, on oublie qu'on n'a pas affaire à des machines, mais à des petits êtres humains qui ont des émotions, qui ont souvent de l'entêtement. Je veux pas cette robe, je veux pas comme ci, je veux pas comme ça. Je veux pas mettre mon cartable comme ça, je veux le mettre comme ça. J'ai eu ça ce matin. Non, je veux pas le mettre sur mes épaules, je veux qu'il roule, mais quand il y a des saletés par terre, je veux le porter pour pas qu'il se salisse. Et donc, bon, bref. Donc, on n'est pas avec. Si on travaille avec des machines, ce serait très simple, hein. Hein, on programme, on met des horaires, ça roule, ça tourne. Bah, le problème, c'est qu'on ne travaille pas avec des machines. On est avec des êtres humains qui ont des émotions, des états d'âme, et on a besoin de leur donner du temps de qualité.
Donc, rajoutons dans notre programme du soir et du matin, surtout du soir, hein, je pense pas trop le matin, le temps de qualité pour chacun de nos enfants. Levez la main si vous êtes concerné par la problématique. J'ai énuméré, j'en ai peut-être oublié, préparer les repas suffisamment tôt pour ne pas prendre de retard le soir et du coup pour ne pas prendre de retard le matin et du coup pour arriver à l'heure à l'école. Voilà. Je rajoute comme nouveau défi, poser son portable à l'heure des enfants. Ça, je crois que c'est un défi énorme parce qu'en fait, dès qu'on entend gling gling, c'est forcément très urgent. Ça ne peut pas attendre et on est amené à nous précipiter, hein. Donc, poser son portable à l'heure des enfants et aussi limiter les écrans chez nos enfants dans les périodes d'école. Voilà, j'ai rajouté tout ça. Puis, il y a tous vos petits projets personnels. Je ne sais pas si vous faites des études et que vous voulez passer un examen, rédiger un mémoire ou vos mémoires. Tout cela se rajoute souvent dans les résolutions du début de l'année. Bien. En fait, peu importe le nombre de résolutions que vous prenez, le nombre de défis que vous avez à relever, on sait qu'il y a un certain moment où toutes ces bonnes décisions vont cafouiller. Pour certains, ça sera au bout d'un mois, d'autres 2 mois, 3 mois, mais il y a une bonne partie de nos défis qui ne vont pas être réalisés. Alors, que se passe-t-il en fait? On peut dire globalement que on a deux types d'attitudes. On est soit actif, soit réactif. Alors, quand on est actif, c'est quand on est soi-même, on tient son cadre et on continue à être dans l'action, on réfléchit à nos réactions. Et puis, des fois, on est un peu réactif, c'est-à-dire les choses ne se passent pas exactement comme on voudrait. Et alors, on tombe nous-mêmes un peu en survie. C'est un mot que j'utilise beaucoup quand je suis en atelier. Et on réagit de façon impulsive aux situations qui arrivent, qui se présentent à nous. Il y a du stress, il y a des urgences. Et finalement, parfois, tout cela, on a un peu de mal à le retrouver. Voilà, c'est à nouveau le rythme comme on ne voulait pas. La panique le matin, la panique le soir, les cris, etc. C'est la raison pour laquelle avoir plein de bonnes résolutions, c'est une bonne chose. C'est pas suffisant. Il faut aussi savoir de quelle façon on va pouvoir les mettre en pratique, qu'est-ce qui va nous aider à y arriver. Et comme je l'ai souvent dit déjà dans des conférences, il n'y a pas que le but à atteindre qui est important, il n'y a pas que l'objectif qui est à atteindre qui est important, mais la façon d'y arriver, le moyen d'y arriver. Et si on réfléchit justement à ce fameux moyen et qu'on le travaille, et qu'on crée vraiment de nouvelles habitudes, c'est-à-dire un certain travail qui va vraiment créer chez nous une nouvelle nature, eh bien, on aura chaque année plus de facilité à mettre nos résolutions et à relever ces nombreux défis que l'on se donne. Donc, voilà pour ma petite introduction. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager quelques visuels. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une présentation un peu humoristique pour changer de style, hein. C'est la deuxième fois, il me semble, Yardena, que j'interviens sur le wellness. Et l'autre fois, on était très, très sérieux. Cette fois-ci, on va y aller un peu plus léger, mais vous allez voir, il y aura quand même beaucoup de clés très importantes. Du coup, voilà. Notre titre est là. Tout le monde voit bien mon écran. Voilà, je vous ai fait des petites fleurs, hein, pour ce début d'année. Nouvelle année, nouveau défi. Comment faire grandir pour faire grandir nos enfants? Alors, le fait de s'intéresser à l'éducation de nos enfants, c'est déjà la preuve que vous avez à cœur l'éducation de vos enfants. Et quand on se pose des questions, qu'on se remet en question, il faut savoir que ça, c'est déjà une grande partie du travail. Alors, parlons un petit peu Attendez une seconde parce que mon slide ne veut pas avancer. Voilà. Alors, je vous invite à la réflexion. Hop, je vous ai mis quelqu'un qui pense. On part sur une petite question humoristique que vous connaissez peut-être. Qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf? Alors, on oublie que dans la Torah, c'est marqué que la poule a été créée, hein, on oublie ça et on se dit, tiens, non, c'est d'abord l'œuf, ah non, c'est d'abord la poule. En fait, je vais vous parler d'une situation de cause à effet. Je vais vous parler de ce qu'on appelle
vous savez ce que c'est un cercle vicieux, hein. Un cercle vicieux, c'est quand il y a une cause qui amène une conséquence et cette même conséquence provoque la même cause. Et du coup, en fait, on tourne en rond dans une problématique. Aujourd'hui, je vais vous amener à réfléchir sur un cercle vertueux qui permet au contraire d'amener du bien à travers les générations. Et pour cela, je vais vous citer ce que disent de nombreux coachs, de nombreux thérapeutes, de nombreux rabbinim par rapport à comment puis-je améliorer l'éducation de mes enfants? Comment puis-je améliorer en général toute la communication avec mes enfants, le rapport que j'ai avec eux, l'ambiance à la maison, etc. Alors, je vous fais cette fameuse citation que j'ai trouvée, je ne me rappelle pas où. Votre shalom bayit, c'est la moitié du chinour. C'est-à-dire que, en tant que parent, si vous travaillez sur votre shalom bayit, hein, vous ne le mettez pas dans les oubliettes. Vous voyez, des fois, ça peut arriver qu'on est tellement concentré sur le rythme des enfants, tout ce qu'on a à faire et les emmener là et faire ça, et le travail, parce qu'il faut bien faire vivre la maison, qu'on en oublie d'investir dans le shalom bayit, c'est-à-dire la complicité entre l'homme et la femme, la bonne entente dans le couple. Et en réalité, investir à fond dans vos enfants et ne pas investir dans votre couple, c'est pas gagnant. Parce que vos enfants, en vous observant, ils apprennent déjà un tas de choses. Déjà, vous êtes un modèle en tant qu'adulte de résolution de conflits. Ne me dites pas que vous disputez jamais. Donc, ils vous observent, ils voient vos divergences et ils voient la façon dont vous gérez vos conflits. Vous êtes pour eux un modèle d'intelligence émotionnelle. Vous apprenez à gérer votre stress, à gérer vos différends. Vous leur montrez comment, lorsqu'on est en colère, on peut dire notre colère tout en respectant la personne qui est en face de nous. On ne va pas complètement la rabaisser parce qu'on est en colère. Et quand un enfant il voit les parents se traiter l'un l'autre avec respect, c'est déjà un apprentissage énorme pour lui. Alors que s'il nous voit devenir rouge de colère et prêt à tout casser parce qu'on est contrarié, qu'est-ce que l'enfant il apprend? Donc ça, c'est une théorie. Il y a une autre théorie qui est tout à fait vraie aussi, qui dit qu'en réalité, si on travaille sur notre chinour, la façon dont on dialogue avec nos enfants, la façon dont on va obtenir leur coopération, eh bien, c'est leur shalom bayit que vous construisez. Parce qu'on sait très bien qu'une personne bien construite, une personne qui a de l'estime de soi, elle fonctionnera mieux en tant qu'adulte. Après, évidemment, ce n'est pas une garantie pour qu'elle soit heureuse en couple, mais c'est déjà une garantie pour être un adulte qui fonctionnera mieux et qui aura des bases de communication, des bases pour dire, par exemple, sa contrariété ou pour parler de ses besoins, etc. Donc, le travail que l'on fait, si vous voulez, on va prendre l'exemple contraire, un enfant qui aura eu une enfance difficile ou qui n'aura pas eu de l'attention ou de l'affection ou qui n'aura pas une bonne estime de lui-même, en tant qu'adulte, il aura plus de mal à fonctionner, a priori, évidemment, sauf tout le travail qu'il pourrait faire, qu'il pourrait réaliser. Enfin, on ne rentre pas dans les cas particuliers, mais ça, ce sont des notions générales, évidemment, qui ne s'adaptent pas à toutes les situations. Mais c'était juste pour un petit peu rigoler sur cette situation. Finalement, ce qui est important de savoir, c'est que nos enfants ne feront pas ce qu'on leur dit de faire. Ils feront ce qu'ils nous voient faire. Donc, finalement, peu importe la poule ou l'œuf, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qu'il faut savoir, c'est certain que quand on investit dans l'éducation de nos enfants, on leur donne aussi des outils pour un bon shalom bayit plus tard et pour un monde meilleur, pour des enfants plus équilibrés, donc forcément des adultes plus équilibrés. Et c'est ça qui est important. En réalité, quand on investit chez nos enfants, eh bien, c'est toute l'image de la génération suivante qui sera impactée. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas négligeable, c'est très important de faire grandir nos enfants en utilisant des moyens, parce que le moyen, comme je l'ai dit en introduction, est très important, le moyen qui sera également un apprentissage. C'est pas seulement le but qu'on poursuit, c'est le moyen qu'on utilise aussi qui est important. Si on obtient de nos enfants
par les menaces, par le chantage, par les cris, c'est le système que l'enfant apprend. C'est comme ça que lui-même, plus tard, obtiendra ce qu'il souhaite obtenir. Il ne pourra pas se plaindre qu'un enfant euh, utilise ces moyens-là à la cour de récréation si ce sont ceux avec lesquels on obtient de lui ce qu'on souhaite. D'accord? Donc finalement, peu importe la poule ou l'œuf, on est là pour semer des graines et c'est ça qui est important. C'est cette réflexion et puis de constamment être à l'affût d'idées. Puis quand on est bloqué, on ne sait pas quoi faire, euh, de prendre conseil, de poser des questions, de chercher jusqu'à qu'on trouve. Parce qu'effectivement, quand on cherche, on trouve des choses qu'on ne soupçonnait pas qu'elles existaient. Et surtout, demander l'aide de Dieu. Ça aussi, c'est très important. La Siyata d'Ishmaïa, toujours prier pour qu'il nous apporte euh, la bracha, la hatzlacha, la réussite dans ce qu'on entreprend et précisément dans l'éducation de nos enfants. Bien. Alors maintenant, je vais faire une petite mise en garde parce que ce que je viens de dire sur la remise en question, euh, ça peut créer un autre problème en fait. Voilà. Ça peut créer en fait le syndrome du parent parfait, c'est-à-dire un parent qui va se remettre en question sur chaque chose qu'il fait. Donc parlons de ce sujet tabou, la confiance en soi du parent, qui est fondamentale. En réalité, on trouve sur Internet, on trouve dans beaucoup d'endroits beaucoup d'injonctions. Vous devrez faire comme ci, vous devrez faire comme ça. Il faut surtout pas faire comme ci, il faut surtout pas faire comme ça. Et finalement, ça va saper la confiance en soi du parent parce qu'il a tout le temps l'impression de mal faire et ou parfois on peut en tant qu'adulte manquer un peu de confiance en soi et toutes ces injonctions qu'on va lire et qu'on va rencontrer, eh bien ça va réveiller ce manque de confiance en nous. Pourtant, c'est très important en tant que parent. C'est quoi avoir confiance en soi? C'est se dire déjà, Hachem m'a choisi pour être le parent de cet enfant. Donc, je suis forcément le meilleur parent pour mon enfant. Et surtout, ne pas être dans la comparaison. Un tel fait mieux que moi. Pourquoi lui, il a moins de problèmes que moi? Pourquoi lui s'en sort mieux que moi? Ou quand... Alors, vraiment, le gros danger, c'est effectivement tout ce qu'on voit sur Internet. On se dit, oh là là, mais je suis tellement loin de tout ça. Je suis tellement nulle par rapport à la comparaison. La comparaison, c'est vraiment un poison. C'est vraiment une catastrophe. Je pense qu'il faut se répéter 5 fois par jour, je suis le meilleur parent pour mon enfant. Et puis, ce que j'ai noté en dessous est aussi très important. J'ai fait avec ce que j'avais jusque-là. On a tous fait des erreurs. J'en ai fait. Et on a tous été bienveillants. On a toujours voulu faire bien. Sauf que parfois, on ne connaissait pas autre chose. Alors, on a peut-être reproduit ce que nous-mêmes on avait vécu. On a peut-être fait ce qu'une amie nous a dit qu'il fallait faire. On a peut-être fait ce qu'on a lu dans un livre ou ce qu'on a eu l'intuition comme étant la bonne chose. Et avec quelques années, on a découvert de nouvelles clés, de nouvelles valeurs. On se dit, ah ben non, c'était pas ça. Moi, je préférais n'avoir jamais fait ça. Je regrette d'avoir fait ceci et cela. Mais à ce moment-là, il y a une chose aussi qu'il faut se dire. C'est que chaque histoire de vie est une histoire qui est unique. Et mon histoire ne sera jamais l'histoire d'une autre personne. Et mon évolution m'appartient, elle est forcément incroyable. Et je dois en être fière, même s'il y a des choses qui se sont passées et dont je ne suis peut-être pas très fière. Mais finalement, comme je l'ai mis sur ce slide, j'ai fait avec ce que j'avais jusque-là. Je suis OK d'en apprendre plus. Ça, c'est très important. Et surtout, c'est important pour nous en tant que parents, mais je pense que nos enfants aussi doivent régulièrement entendre ce genre de message. Parce que cette culture de la perfection, c'est vraiment un très gros poison. C'est vraiment quelque chose qui est pas bon. À quelque part, il faut admettre qu'on grandit avec nos erreurs. On éduque les enfants en faisant des erreurs. Et cette remise en question du parent, finalement, elle est intéressante parce que ça aussi, c'est quelque chose que l'enfant voit. Il voit, par exemple, qu'il y a une période où vous étiez peut-être plus nerveux, peut-être que vous aviez levé la main, où vous étiez dans un certain style éducatif, vous avez évolué, maintenant vous êtes dans un autre style éducatif. Et cette évolution, l'enfant l'a constatée aussi. Donc, qu'est-ce qu'il se rend compte? Qu'en fait, ce qu'on demande d'une personne, c'est pas d'être parfait, c'est de grandir, c'est d'évoluer, de se remettre en question, de réfléchir. Et ça, l'enfant doit le faire aussi.
Et lui-même, le jour où il fera une erreur, il se dira, bon, ben, ça fait partie de mon évolution. Grâce à cette erreur, maintenant, je sais ce qu'il ne faut pas faire et je sais comment je dois faire. J'insiste là-dessus, hein, parce que on a, euh, on a cette croyance, hein, que l'erreur, ça fait de nous un nul, un nulard, hein. Du coup, si j'ai fait une erreur, je ne vaux plus rien. Et c'est très, très important d'intégrer, hein, pas seulement de le dire et d'y croire, mais vraiment de l'intégrer, cette notion, comme quoi toutes ces expériences de vie, elles font partie de notre construction et que finalement, euh, c'est aussi une richesse pour nous. Et c'est aussi ça qui nous a fait évoluer. D'accord? Alors, du coup, je vais vous proposer quelques exemples par rapport à cette notion de confiance en soi. On va passer à la suite. Alors, cette posture de confiance en soi, personnellement, voilà, je vous ai donné un moyen mnémotechnique pour vous en rappeler. Elle s'appelle A-B. Alors, c'est quoi A et B? Alors, vous prenez le A pour affirmer. Affirmer, ce n'est pas de l'agressivité. Une posture affirmée, une posture assertive, c'est un mot qui a existé pendant très longtemps aux États-Unis, qui commence à se faire un peu plus entendre ici, l'assertivité. C'est une posture dans laquelle je me sens autoritaire. Et le B, c'est pour bienveillance. C'est pour je suis axée, je suis préoccupée par les besoins de l'enfant, mais je m'intéresse aussi à mes propres besoins. D'accord? Donc, c'est une posture dans laquelle il y a de l'affirmation de soi, il y a de l'autorité, il y a de l'assertivité et il y a aussi de la bienveillance. Voilà. Je vous ai fait mes petits. Vous l'avez là. Hop. A et B. Axé sur les besoins de l'enfant et préoccupé par mes propres besoins aussi. D'accord? Je ne m'oublie pas sur le chemin. Et souvent, les parents se retrouvent plutôt coincés dans une posture. C'est pas la posture A, B, celle que je vous mets là. C'est la posture agressive ou la posture autoritariste. Je ne sais pas si les images que je vais vous les voyez. Je vais mettre comme ça. Ça cache pas l'écran. Ça cache l'écran quand je mets les personnes? Non, non, c'est parfait, Rivka. Bon, ok, d'accord. Ça, je vous vois. Alors, c'est quoi cette posture dont je parle? La posture agressive et autoritariste ou la posture effacée, soumise, laxiste. En fait, les parents, ils ont souvent tendance à naviguer entre les deux, hein. En fait, si vous voulez, on aimerait bien être dans la posture affirmée, bienveillante, mais on n'a pas toujours les clés, on ne sait pas toujours le faire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la posture agressive? Ah bah, je vais vous donner quelques exemples, ça va être plus simple. Voilà, avec des exemples, on comprend tout de suite. Alors déjà, la posture autoritariste et agressive, elle part du principe que l'enfant doit obéir. Donc en fait, on est axé sur le comportement. On veut obtenir que l'enfant change son comportement. Donc on ne s'intéresse pas tellement à la cause du comportement. On est beaucoup plus focalisé sur le comportement lui-même. Il faut que l'enfant fasse ce qu'on lui dit. Donc, on est vraiment sur un rapport, j'ai envie de dire, de domination. C'est le rapport de force, parfois la peur. D'accord? L'idée, c'est de dire à l'enfant, fais ce que je te dis. Limite, baisse les yeux quand je te parle, sois obéissant, tout ira bien pour toi. Et si tu n'obéis pas, attention. D'accord? Donc, en fait, c'est quoi la conséquence de cette posture? Pourquoi cette posture est-elle problématique? On a expliqué tout à l'heure que le moyen est aussi important que le but. Alors, l'enfant, il a, il a, il a une personnalité. Il a envie d'exprimer un peu son autonomie. Il a envie d'être lui-même, pas juste d'être un petit pantin qui fait ce qu'on lui dit. Maintenant, quand il a compris qu'il y a un plus fort que lui, alors il va se soumettre parce qu'il ne veut pas subir certaines conséquences. Mais lorsqu'il n'y a pas ce plus fort que lui qui est présent, que fait l'enfant? Dès qu'il a la possibilité d'être lui le dominant,
il va écraser les autres. Et ces rapports de domination qui se mettent en place, vous pouvez les retrouver dans la cour de récréation, dans la fratrie, dans une classe, par exemple, quand un enseignant quitte la classe quelques instants. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, certains enfants vont essayer de prendre le pouvoir parce qu'il n'y a pas plus fort qu'eux. Donc, vous voyez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un moyen autoritariste, c'est pas forcément gagnant parce que c'est la méthode que l'enfant va apprendre et il va lui-même l'utiliser. Donc finalement, on ne voit pas la construction d'une autodiscipline chez cet enfant. Il ne va pas se responsabiliser, il ne va pas apprendre les valeurs, il va juste apprendre à obéir au plus fort que lui. Donc, en tant que parent, ce rapport de domination va se remettre en place plus tard. C'est-à-dire que quand ces enfants-là vont grandir, il y a de fortes chances qu'ils reproduisent cette attitude, c'est-à-dire le plus jeune doit obéir, l'enfant doit obéir et se centrer uniquement sur le comportement, pas tant que ça sur la cause du comportement. Alors, effectivement, si vous voulez, c'est une façon d'éduquer les enfants qui a fonctionné pendant très longtemps. Notamment, on avait le droit de frapper les enfants, de les punir de façon assez violente. Ça choquait personne. Donc les enfants finalement n'avaient pas d'autre choix que de se soumettre et d'obéir. Sauf qu'aujourd'hui, l'époque a changé, heureusement. On est à l'époque où les droits de l'enfant, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, il y a des choses qui sont interdites par la loi, et puis notamment, il y a aussi les mentalités qui ont évolué. Hein, on n'accepterait plus qu'un enfant grandisse dans une soumission excessive, dans une attitude agressive. On sait que l'enfant, il va en souffrir, il va en avoir des séquelles. Donc, il y a toute une mentalité qui a évolué. Donc, si on ne peut plus utiliser ces postures, je vais vous prendre un exemple basé sur l'école. Vous avez un enseignant, vous avez 30 élèves. À l'époque, il y avait le petit martinet là sur le mur. Le premier qui bougeait, il se faisait taper, on lui mettait le bonnet d'âne. Bon, on connaît les histoires que nous ont racontées nos mères ou nos grands-mères. Ça, c'est des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Donc l'attitude agressive, autoritariste a ses limites parce que jusqu'où vous allez menacer, jusqu'où vous allez punir. Est-ce qu'on a le droit d'humilier un enfant pour le faire obéir? Aujourd'hui, c'est vraiment une vraie question. Non, on ne peut pas humilier un enfant, attaquer son estime de soi. Alors qu'est-ce qu'on a? Si on n'a plus ça, on a quoi? L'idée, c'est pas de rester sans rien et de tomber dans la posture laxiste et effacée. Hein, voilà, je vous ai mis quelqu'un qui lâche l'affaire, qui a plus de force pour vous montrer que finalement, ce n'est pas la solution non plus. Alors, pour vous donner, je vous ai dit tout à l'heure un exemple, il n'y a pas mieux que pour savoir de quoi on parle. Alors, prenons ce premier exemple. Juste un instant. Voilà, j'ai choisi quelques exemples sortis de mon imaginaire ou de mon quotidien d'ailleurs. Et vous allez sentir vous-même qu'est-ce que je veux dire par une posture agressive. Un enfant qui vous dit, je peux avoir une deuxième glace? Et là, vous vous fâchez, vous dites, non, j'ai dit non. OK? Un enfant qui vous dit, moi, je vais pas à l'école demain. Mais ça va pas chez toi? Mais qu'est-ce qui te prend? De toute façon, c'est pas toi qui décides si tu vas à l'école ou non, hein? OK? Alors arrête ta comédie, fais tes devoirs. Vous entendez dans ce que je dis qu'il manque un truc dans ma réaction. Hein? Il manque, on s'intéresse pas à la cause du comportement. On s'intéresse uniquement au résultat, ce que je veux obtenir. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous voyez aussi que ça reste une posture, on est sur la défensive. Alors, troisième exemple. L'enfant qui vous dit, Burk, cette soupe, elle est Burk. Vous lui répondez, mais c'est quoi cette routspa? T'es insolent, tu n'as pas honte? Tu viens manger tout de suite. Et gare à toi si je t'entends encore parler de cette façon-là. Non, mais je rêve, mais c'est quoi ces gosses? Aucun respect. Alors, je vous donne encore un autre exemple. Vous descendez à la voiture et... Mais où est ton cartable? Mais t'as cru que ton cartable, il allait aller tout seul à l'école? Et ta tête aussi, elle va toute seule à l'école? Non, tu oublies tout, hein, c'est pas possible. Tu iras loin dans la vie comme ça. Là, on utilise le sarcasme, se moque de l'enfant. D'accord. Donc ça, c'est une posture que j'appelle agressive et autoritariste. Qu'est-ce qu'on appellerait une posture laxiste et effacée? Eh bien, je vais reprendre exactement les mêmes exemples. Je peux avoir une deuxième glace, maman ou papa?
écoute, t'en as déjà une, hein, ça suffit. Voilà. Bon, je donne un exemple, là. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, bien sûr. L'enfant qui vous dit, je vais pas à l'école demain. Posture laxiste, effacée. Tu sais, chérie, on n'a pas le choix, hein. T'inquiète, ça va bien se passer. Et puis tu comprends, moi je travaille, hein, je peux pas te garder. L'enfant qui vous a dit, Burke, la soupe, elle est Burke. Non, mais ça va pas te parler comme ça. Et puis de toute façon, il n'y a rien d'autre, hein. Peut-être tu veux un peu de pain? Non? Tu veux du riz? Non plus? Ah bah tout ce que je te propose, tu dis non, alors débrouille-toi, fais ce que tu veux, hein. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Hein? Tu vas commander. Mais ça va pas. Tu me demandes même pas. Ah, j'ai dit fais ce que tu veux, mais je t'ai pas dit de commander. En plus, on a déjà commandé hier. Et en plus, j'ai plus d'argent sur ma carte bleue. Donc non, tu ne commandes pas. Alors, la posture laxiste n'est pas forcément une posture où on dit oui à tout, hein. C'est une posture où notre cadre il n'est pas correctement posé et où on se justifie. En fait, c'est une posture dans laquelle l'enfant nous entraîne et on se laisse entraîner. En fait, hein, on n'a pas de résistance. C'est pas nous qui sommes le garant du cadre. C'est l'enfant qui nous entraîne là où il va. Vous l'avez bien senti, je pense, dans cet exemple pour la soupe. Puis souvent, vous allez basculer lorsque ça ne fonctionne pas, hein, lorsque vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Souvent, on va basculer dans la posture agressive. Hein. Par exemple, on va dire, mais tu sais quoi, mais j'en ai marre des gosses pourris gâtés comme toi, tu es infernal et insupportable, tu me pousses à bout, tu mangeras cette soupe et rien d'autre. D'accord? Ou on lui dira, tu ne manges rien, tu vas dans ta chambre jusqu'à demain. Par exemple, hein, évidemment, c'est que des exemples que je vous donne. Mais c'est pour vous montrer qu'en réalité, il y a ce risque, effectivement, de passer d'une posture à l'autre. D'accord? Pour l'enfant qui a oublié son cartable, oh non, je dois remonter chercher le cartable. Pourquoi tu oublies tout le temps? Fais un effort, s'il te plaît, ok? Donc là aussi, on est dans une posture laxiste. Pourquoi? Parce que le parent, il prend sur lui la conséquence. L'enfant n'est pas responsabilisé. Le parent se plaint. Et finalement, c'est lui qui fait la chose. Et il demande à ce que l'enfant change, mais il demande aucune preuve comme quoi l'enfant va changer. Donc finalement, c'est le parent qui subit les conséquences du comportement. Alors, je pense qu'il y a urgence aujourd'hui, si on ne veut pas que l'éducation finisse par nous échapper totalement. Pourquoi urgence aujourd'hui? Je répète la raison, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, on n'a plus le droit d'utiliser, et heureusement, la posture agressive, autoritariste. Enfin, on l'utilise malgré tout, mais on ne peut pas l'utiliser à outrance. Hein. Euh, punir, humilier, frapper, utiliser la coercition pour obtenir ce que l'on veut, ça a des limites, hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un parent qui me pose la question, mais j'ai déjà puni de ça, puni de ça, puni de ça, combien je vais le punir? Il faut qu'il vive cet enfant. Puni de sortie, puni de bar mitzvah, puni d'ordinateur, puni d'écran. Jusqu'où je vais le punir? Il ne fait plus rien de sympa. Jusqu'où on peut y aller dans la punition sans qu'on tombe dans la maltraitance? Globalement, ce que je suis en train d'expliquer là, c'est que il y a urgence aujourd'hui de se former pour apprendre cette fameuse posture A, B, que j'utilise personnellement pour créer la phrase faire aimer autorité avec bienveillance. Et en quoi consiste cette posture? Et pourquoi il y a urgence aujourd'hui? Pardon, je me suis perdue dans mes pensées. Eh bien, effectivement, parce que si on ne peut pas utiliser la posture agressive, si la posture laxiste, c'est une posture dans laquelle le parent ne semble pas avoir confiance en lui, alors quelle posture on va utiliser? Ben, on va utiliser celle qu'on appelle autorité bienveillante. Et comme ce n'est pas une posture qui est suffisamment connue, donc on a besoin de l'apprendre, justement pour ne plus être ni un parent laxiste, ni un parent autoritariste et agressif. Ça sera une posture dans laquelle il y aura de l'affirmation de soi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a de l'assertivité, de l'autorité et également
euh, de la bienveillance, l'écoute des besoins de l'enfant, l'écoute des besoins du parent, et surtout quand il y a un comportement qui n'est pas conforme, on va s'intéresser à la cause aussi, pas seulement au résultat. Alors, je vais vous donner quelques exemples et ensuite je vais vous dire les clés qui nous permettent d'y arriver. Alors, je reprends les exemples de tout à l'heure, hein. L'enfant qui vous dit, je peux avoir une deuxième glace. Alors, pardon. Dans cette posture, on va en même temps respecter les émotions de l'enfant, donc reconnaître qu'il a le droit d'avoir des envies. Cet enfant, il a le droit d'avoir des besoins. Et c'est le parent quand même, malgré tout, qui pose le cadre. Alors, les exemples que je vous donne, évidemment, ce ne sont que des exemples. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez dire, mais c'est pour vous montrer, pour illustrer une posture. OK? Alors, par exemple, on pourrait répondre quelque chose comme oh, ben, je vois que tu veux une deuxième glace. On peut normaliser l'envie en disant bah oui, c'est normal, quand on en a eu une première, souvent on en veut une deuxième. Ça m'arrive à moi aussi parfois. Une fois que vous avez nommé le besoin de l'enfant, vous posez votre cadre. Écoute, ma chérie, aujourd'hui, c'est une seule glace. Si tu as faim, le goûter, c'est bientôt, par exemple, hein. Ou si tu as encore envie d'un peu de sucré, pour l'instant, c'est une glace par enfant, par exemple. Mais si tu veux, voilà, il y a des petits chocolats sur la table. Ou tout simplement dire, le dessert est terminé, mais le goûter, ce sera tout à l'heure et tu pourras prendre quelque chose de sympathique. Donc, dans ce type de réponse, on a entendu le besoin. On n'a pas accusé l'enfant d'avoir envie ou besoin de quelque chose. Mais en même temps, c'est le parent qui décide si oui ou non. Évidemment, on n'est pas obligé de dire toujours non. On peut dire oui, hein, si un jour vous avez envie de donner une deuxième glace, donnez-la. Mais je vous donne l'exemple où vous avez décidé que ce serait non. D'accord? Regardez l'enfant qui vous dit je ne vais pas à l'école demain. Je vous ai présenté deux postures, hein. Une qui était pas question, de toute façon demain je travaille. Alors, ici, dans la posture AB, je vous propose une réponse. Oh là là, tu as l'air stressé, il se passe quelque chose en ce moment à l'école? On va en discuter. D'accord? Si tu veux en prendre un petit temps pour en parler, tu veux. Par contre, quant à savoir si tu y vas ou non, ça, c'est maman qui décidera. J'aimerais que tu viennes me parler dès qu'on en a le temps, dès que c'est possible. Viens me parler de ce que tu ressens. Donc, si vous voulez, on s'intéresse à l'émotion de l'enfant. Et en même temps, le cadre, c'est nous qui le posons en tant que parents. Et c'est pas contradictoire et ça peut se trouver dans la même phrase. D'accord? Prenons l'exemple de la soupe qui était Burke. Ah bah la soupe aujourd'hui n'a pas l'air de te plaire, hein? Par contre, cette façon de t'exprimer ne me convient pas. Tu peux me dire, par exemple, que ça ne te donne pas envie. D'accord? Tu peux dire, maman, la soupe ne me donne vraiment pas envie. Oui, c'est vrai, chérie, des fois, l'allure d'un plat peut ne pas nous attirer, mais tu connais la règle à la maison. On goûte avant de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'accord? Bon, ça, c'est une règle qui est chez moi, hein. Donc, quand un plat ne vous donne pas envie, vous goûtez avant de dire si vous aimez ou non. Donc là, on a en même temps entendu une émotion et en même temps posé un cadre. Vous pouvez tout à fait, un petit peu plus tard, quand la situation est passée, dire à l'enfant, tu sais, j'ai passé du temps à faire à manger, j'attends de toi de dire merci maman pour le bon repas. Le beurre, je ne veux plus l'entendre. OK? Vous pouvez tout à fait prendre une posture ferme et dire, je ne veux pas entendre ces mots. Si un plat ne te plaît pas, tu viens me dire, maman, ça m'a pas l'air très appétissant, ou j'avais pas envie d'une soupe ce soir. Et là, le parent peut tout à fait répondre, c'est vrai, tu n'avais pas envie d'une soupe, de quoi tu avais envie? Oh, j'étais sûre que tu allais faire des frites. Ah oui, je comprends, ça, tu étais un petit peu déçu, tu étais sûre de voir des frites, tu vois une soupe. Bon, ben, j'ai bien retenu que tu aimerais avoir des frites, hein. Je le garde bien dans ma tête. Ce soir, c'est la soupe, mais je garde bien en tête que tu as envie des frites pour une prochaine fois. Donc, vous pouvez tout à fait entendre ce que dit l'enfant. En même temps, poser votre cadre et éventuellement le mettre dans une posture dans laquelle il prend conscience qu'un comportement n'est pas conforme et qu'il faut qu'il le modifie. D'accord? Par exemple, supposons l'histoire du cartable, hein, que vous êtes en bas et puis le cartable n'est pas là. Ah, ton cartable est à la maison. Bon, je remonte le prendre et j'aimerais que tu réfléchisses à une solution pour que ça ne se reproduise pas. D'accord? Ce soir, tu prends une petite feuille et tu écris ce que tu vas faire pour ne pas que ça se reproduise. Donc, à nouveau, c'est un exemple. Ce n'est pas absolument ce que vous devez faire,
Mais dans cet exemple, vous voyez que le parent, bah, il n'a pas le choix que d'aller monter chercher le cartable. Vous n'allez pas l'emmener à l'école sans cartable. Mais en même temps, il manifeste son mécontentement et il demande à l'enfant de se mettre en action. C'est-à-dire que c'est à l'enfant de trouver une solution. Ce n'est pas vous tous les matins qui allez dire toi, t'as oublié ton cartable. Ah, ton cartable. L'enfant, il va réfléchir à comment faire pour ne pas que ça se reproduise. Évidemment, si c'est arrivé une fois sur 3 ans, même ça, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous montez chercher le cartable et l'affaire, elle est réglée. Mais je vous parle d'une situation dans laquelle il y a une solution à trouver parce que peut-être c'est pas la première fois. D'accord? Évidemment, chaque situation est unique et on ne peut pas, voilà, à nouveau, les exemples que je vous donne, c'est pas des injonctions, c'est pas ce que vous devez dire, c'est vraiment des illustrations. Hein. D'accord? Donc, si vous voulez, la posture autoritariste, agressive, c'est quand on est sur la défensive et on est en réactivité et on réagit avec agressivité, on attaque. Hein, on n'est pas serein. La posture laxiste, on baisse un peu les bras, on se laisse aller, on argumente et on se laisse aller dans l'argumentation avec les enfants. Et la posture autorité bienveillante, c'est celle dans laquelle on écoute. Notre première approche est toujours de se connecter à l'enfant, en fait. Notre première approche, c'est pas de couper le contact. Même si le comportement ne nous plaît pas, même si certaines paroles ne nous plaisent pas, la réaction première du parent, c'est d'entrer en contact avec l'enfant dans un premier temps et ensuite seulement de recadrer, de poser certaines limites et de poser certains interdits, de prendre des résolutions pour la prochaine fois pour ne pas que ça se reproduise, etc., etc. D'accord. Alors, on va passer à ça. En quoi consiste cette posture que j'ai appelée l'autorité bienveillante finalement? Eh bien, déjà, ça va demander de développer les compétences émotionnelles et relationnelles, les nôtres et celles des enfants. Ça demande déjà d'avoir conscience que les émotions, ça fait partie de notre vie. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre au placard, fermer la porte, au revoir et c'est terminé. Pas du tout. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie. Elles ont des messages à nous transmettre. Elles ont constamment des messages à faire passer et qu'on ne peut pas juste les ignorer. Alors certains vont dire, ah oui, non, mais on ne peut pas non plus les laisser diriger notre vie. Alors évidemment, on n'a pas dit qu'elles devaient diriger notre vie. Parce que les émotions ne sont pas les décideuses. Comme le dit le Tanya, c'est l'intellect qui décide. Mais on décide toujours accompagné de nos émotions. Et nos émotions sont là comme des guides. Elles nous donnent des messages. Elles sont là pour donner, pour nous parler de nos valeurs, pour nous parler de nos besoins. Je n'ai pas le temps de beaucoup développer ici, mais pour les parents qui le savent, j'organise des ateliers pour les parents de très jeunes enfants, donc c'est petite enfance, pour les parents des enfants qui ont entre 6 et 12 et les parents d'adolescents. Et j'organise également un atelier sur la rivalité entre frères et sœurs. Et dans ces ateliers, on a tous les détails de ces sujets-là, justement, pour pouvoir s'entraîner à mettre des mots sur les émotions, à reconnaître les émotions de nos enfants, à les accueillir. Et à nouveau, c'est pas parce qu'on les accueille que ce sont elles qui vont gérer la maison. Non, c'est toujours, si vous voulez, on leur donne une place et ensuite, c'est ça qui va permettre de les apaiser, de les gérer et de fonctionner avec. Mais on ne peut pas les ignorer. Les ignorer, ce n'est pas une solution. Donc, les différents outils que l'on doit développer pour que ça fonctionne. Gestion de la colère, gestion du stress. Donc, on a tous des moments où ça déborde. Chez nous, chez nos enfants. Et tout ça aussi, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Quand arrivent des moments de stress, des moments de colère, déjà chez nous, alors il y a ceux qui disent il faut exprimer la colère, il y a ceux qui disent ah, non, 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 surtout pas, la colère, c'est pas bon. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience parce qu'il y a plusieurs types de colère. La colère est une émotion, c'est pas elle-même qui est mauvaise, c'est ce qu'elle nous fait faire. Si quand je suis en colère, je casse les assiettes, clairement, ça c'est la mauvaise. Mais c'est plus le comportement émotionnel qui est problématique. Lorsque l'émotion arrive, c'est important de l'entendre.
et de se poser la question, quelle est la valeur qui est bafouée? Quelle est, quelle est la cause de cette colère? Qu'est-ce que cette colère, elle vient me dire? Et c'est quand j'arrive à mettre des mots dessus qu'en réalité, je peux la gérer. Parce que là, je vais réaliser que certaines choses qui m'ont mis très en colère à une certaine époque, aujourd'hui, j'y crois plus vraiment. C'est plus tellement des valeurs. Ou bien, je vais réaliser qu'en fait, ces sujets-là sont des sujets tellement importants que peut-être c'est pas par la colère que je vais les travailler. Peut-être c'est autrement. Supposons votre enfant fait quelque chose. Alors, pour des tout petits, l'exemple que je peux donner, il mange pas son assiette. Et pour des plus grands, ils ne respectent pas les temps d'écran ou ils parlent avec un manque de respect ou ils ne respectent pas les horaires de retour d'un jeu, par exemple. Si ce comportement crée chez nous une colère intense, c'est parce que ça a titillé quelque chose et c'est important de savoir quoi. Si pour vous c'est important le respect, alors il y a des choses à mettre en place. Mais ce n'est pas cette colère qui va faire que vous allez l'obtenir. C'est au calme qu'il faut y réfléchir, d'accord? Donc, prendre conscience de cette colère, de ce stress aussi, des sujets qui nous mettent en stress. Et puis, du coup, ça va aussi nous permettre, bien entendu, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas qu'une question de moi et les enfants, hein, c'est d'abord moi et moi. C'est quand je travaille avec moi-même, ça me donne des outils pour travailler avec mes enfants et vice-versa. C'est-à-dire que quand je travaille sur les clés relationnelles avec les enfants, je prends conscience que ces mêmes clés, je dois les utiliser pour moi déjà. Donc, on est toujours sur la poule et l'œuf, hein, qui en premier, peu importe, là où vous démarrez, ça va toujours, l'un vous amènera à l'autre. Et donc, pareil, lorsque nos enfants sont en colère ou sont stressés, savoir mettre des mots dessus, savoir comment apaiser cette émotion. Donc ça, c'est des choses dont il faut s'outiller. C'est important aussi de développer une bonne estime de soi chez nos enfants. Tout cela fait partie du programme qui est développé dans tous les programmes que je propose, bien sûr, et ça fait partie de ce que j'appelle la posture autorité bienveillante. Donc, on va plus travailler sur la motivation, sur le bien-être de l'enfant. Et le résultat, bien sûr que c'est important, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'abord le relationnel que j'ai avec cet enfant. Et ça, c'est la base de cette estime de soi. Voilà. Savoir s'affirmer sans agressivité. Donc ça, j'en ai parlé. Donc, c'est pas toujours évident parce qu'il y a ceux qui s'effacent et il y a ceux qui sont agressifs. Et savoir s'affirmer sans agressivité, c'est une compétence à développer qu'on peut apprendre de plusieurs façons à travers un atelier, mais bien sûr aussi la CNV, par exemple, c'est quelque chose qui nous apprend à s'affirmer sans agressivité. Et voilà. Savoir communiquer, bien entendu, c'est une compétence également fondamentale. Tolérance à la frustration. Et oui, la frustration, ça commence tout petit, ça nous accompagne toute notre vie. Et les enfants doivent développer cette tolérance à la frustration pour bien fonctionner. Et ça fait partie des outils euh, qu'on doit leur apprendre, mais alors pas forcément en les frustrant. Parce que finalement, on ne va pas l'organiser, cette frustration, on va plutôt leur apprendre lorsqu'elle vient à eux, parce qu'elle viendra à eux. Il n'y a pas de vie sans frustration. On en a tous les jours. Et si on dit à l'enfant, c'est rien, c'est pas grave, mais non, oh, ignore, ça n'a pas d'importance, ça va pas forcément leur apprendre la frustration. Alors qu'au contraire, si on met des mots sur ce qu'ils vivent, en disant plutôt, oui, c'est difficile pour toi, j'ai l'impression que ça te rend triste, tu as l'air vraiment contrarié de telle ou telle situation. Alors là, leurs émotions ont été nommées. Donc, souvent, on a peur de le faire, on ne veut pas le faire parce qu'on pense que c'est ça qui va créer la frustration. Alors que non, quand vous nommez l'émotion, vous mettez le doigt sur la frustration. Donc, on ne la crée pas, elle est là de toutes les façons. On ne va pas l'ignorer en la mettant de côté. On va la faire exister, elle est là. En fait, elle existe déjà. On la fait simplement rejaillir, ressurgir. L'enfant va pouvoir la voir, l'observer. Et du coup, il va se rendre compte de quoi? Eh ben, qu'il est capable de vivre avec, que ça ne l'a pas tué finalement, cette frustration. Et c'est comme ça qu'il apprend qu'elle fait partie de la vie. Alors que si on est constamment là à la repousser en disant que c'est rien, ou
à la remplacer. Par exemple, tes crayons sont cassés, je vais t'en acheter des nouveaux. Quoi? Je sais pas, par exemple, ton ami s'est acheté tel jouet et puis tu veux le même. Tu sais quoi? Je vais t'acheter le même. Ne pleure pas. Ah, il n'y avait pas les gâteaux préférés que tu voulais. Je vais vite t'acheter des gâteaux encore mieux. Cette position, c'est une position dans laquelle on apprend à l'enfant que la frustration, c'est pas bon, c'est dangereux, c'est mauvais. Il faut vite, vite, vite que j'aille la remplacer par autre chose pour que tu sois heureux. Et donc, en fait, on cherche à éviter la frustration, mais on ne se rend pas compte. En fait, c'est un peu comme si on donnait des béquilles à nos enfants, parce qu'en fait, ils ne seront pas capables de la gérer. Des fois, c'est dur pour nous en tant que parents de voir nos enfants tristes parce que j'ai perdu ci, j'ai cassé mes crayons. Ah, je voulais faire un 10e tour de manège, j'en ai fait que 9. Ah oui, c'est vrai. Oui, quand on est dans un parc, on a envie de faire tous les manèges. Et si un manège, on ne l'a pas fait, ça peut nous rendre tristes. Je comprends. Et puis du coup, avec ce type de réaction, vous montrez à l'enfant que cette frustration, on peut vivre avec, qu'elle ne va pas nous tuer. Et c'est comme ça qu'ils apprennent à vivre avec. Donc, vraiment, il y a une fausse croyance, hein, comme quoi nommer les émotions, ça, c'est une façon de balayer ou de ne pas vivre les frustrations. C'est le contraire. C'est en nommant les émotions qu'on apprend à nos enfants la tolérance à la frustration. Cette fameuse tolérance à la frustration qui est tellement importante et que si ça nous manque, si on l'a pas apprise, on devra l'apprendre et ça fera plus mal, hein. Donc, des enfants qui sont un peu plus grands et qui doivent l'apprendre, ça passe souvent par des crises qui sont assez intenses. Donc, des tout petits, les enfants, ils ont besoin qu'on nomme leurs émotions, qu'on accueille ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. C'est comme ça qu'en fait, ils vont avoir comme un miroir. Ça va être pour eux comme un miroir. Un miroir, ça sert à se regarder, ça sert à voir ce qui se passe, en fait, tout simplement. Parce que quand l'enfant vit ces émotions-là, c'est tellement intense pour lui qu'il n'est pas capable de vraiment savoir ce qui se passe, de les nommer, de comprendre ce qui se passe. Et quand les parents mettre des mots dessus, c'est comme si on présentait un miroir et l'enfant, il a une vision claire de ce qui se passe. Et c'est là qu'il va justement avoir plus de facilité à gérer sa frustration. Alors, j'espère avoir été assez claire parce que c'est vrai que c'est court 1 heure pour développer toutes ces notions-là. J'ai fait en tout cas au mieux. Je rappelle ce grand principe quand même qui est l'importance, le rôle du parent, qui est de poser son cadre. Ça fait partie de votre posture autorité bienveillante. Ça consiste en quoi? J'ai mis quelques mots-clés. Donc, le parent tient son cadre, c'est son rôle de tenir le cadre. Il va accueillir les émotions, il va maintenir sa posture avec fermeté. Bien sûr, la fermeté, ça ne vous empêche pas d'avoir un petit peu... vous n'êtes pas obligé d'être rigide en fait, hein, d'accord? Vous pouvez avoir des petites exceptions. Euh, la fermeté, c'est simplement ne pas se laisser tirer au gré des enfants comme ils veulent, etc. D'accord? Un peu d'indulgence, ça fait aussi partie de votre cadre. Voilà, j'ai mis la bienveillance comme mot-clé. Connaître son objectif. Donc, quand vous intervenez dans toute situation, c'est important de se poser la question. Il y a toujours l'objectif à court terme et l'objectif à long terme. Et si on n'est que dans la coercition, on travaille sur des objectifs à court terme et pas sur des objectifs à long terme, hein, puisqu'à long terme, nos objectifs, c'est bien sûr que les enfants intègrent les valeurs, les notions, et que ça fasse partie d'eux, qu'ils n'aient plus besoin qu'un adulte les menace pour qu'ils adoptent les comportements adéquats. Et ça, c'est ça notre objectif à long terme. C'est pour ça que la façon dont on réagit est très important. Voilà. Et je vous fais un rappel sur cette notion fondamentale que Chaim Guinot a depuis de nombreuses années mis en évidence. Toutes les émotions sont légitimes. Ce ne sont pas les émotions que vous devez combattre. C'est les comportements qu'il faut corriger. C'est les comportements qui ne sont pas acceptables. Voilà. Et pour finir, je remercie Wellness pour le travail fabuleux que vous faites, pour tout ce temps que vous prenez pour donner aux parents des outils
des noms de spécialistes qu'on peut maintenant consulter parce qu'on les a entendus parler, qu'on sait qu'ils existent et on sait un petit peu le travail qu'ils font. Et ça, je pense, c'est une aide énorme pour la communauté. Donc, je suis fière de faire partie de l'équipe de Wellness. Et, euh, et voilà, je poursuis l'aventure avec vous. Trop mignonne. Magnifique, Rivka. Vraiment, tu nous as, comme ton nom l'indique, tu nous as coachés. Tu nous as coaché les parents avec des outils clairs, précis, riches. On sent ton expérience. Euh, Tu nous as parlé de tes formations que tu vas proposer aux femmes. Est-ce que tu aurais une affiche ou bien, de toute façon, tu es connue aujourd'hui dans la communauté, on peut te joindre sur Alors, Facebook, sur Insta. je précise que aujourd'hui, les ateliers de parents que je propose sont proposés aux deux parents. Donc, quand un parent s'inscrit, le conjoint, il est invité Wow. soit sur le Zoom, hein, donc en présentiel, enfin, sur le Zoom, c'est pas du présentiel, mais être présent, soit à réécouter les enregistrements, puisque tout est enregistré. Et évidemment, je ne veux pas que ce soit une seule partie de la famille qui entende, mais bien sûr que les deux parents entendent les mêmes choses pour qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Magnifique. C'est magnifique, vraiment. Tu nous as donné 1 heure, mais c'est des années, des recherches, de travail, d'expérience que tu nous mets à portée de main. C'est vraiment un cadeau que tu nous as offert, Rivka. C'est trop beau, Avec passionnant plaisir. de t'écouter. Et on peut proposer quelques minutes aux participants, si tu es d'accord avec moi, de leur donner l'occasion de poser des questions en direct. Donc, on réouvre les micros. Un petit moment, demander à tout le monde de la réactivation du micro. Oui. Voilà. Donc, si vous avez des questions, avec plaisir pour démarrer cette belle rentrée, eh bien, vous pouvez les poser sur le chat. Ok, n'hésitez pas. Voilà, merci à toutes les participantes d'avoir été présentes ce soir. Comme a dit Rivka, le premier jour, vous êtes mis avec vos nouveaux défis. Donc, voilà, merci à toutes les participantes. Merci à Rivka. Alors, j'ai une question ici. Alors, un enfant qui se met à hurler et qui veut se servir seul de la glace. Donc, ça, c'est un message que j'ai reçu chez moi. Donc, vous ne l'avez pas vu, hein. Donc, je vais répondre par rapport à cette question. Euh, L'enfant, il est frustré. Il veut une deuxième glace. D'accord? Alors, en tant que parent, vous pouvez choisir la posture un peu plus flexible et de dire, bon, je te fais goûter encore un petit peu et après c'est fini. Ou vous pouvez choisir pour des raisons qui vous appartiennent, et c'est vous les parents, c'est vous qui savez ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé il y a 3 jours, de dire non, parce que justement, c'est vous qui posez le cadre, et cet enfant, à ce moment-là, c'est votre choix que ce sera non. Si c'est le cas, ce que je vous invite à faire, c'est à l'arranger, tout simplement à prendre l'enfant dans les bras et à lui dire, je sais, tu es vraiment fâché, tu en voulais une deuxième. Vous attendez qu'il s'apaise un petit peu, vous lui dites, t'étais content d'en avoir une? C'était bon la glace que tu as eue? Tu aimerais que maman t'en donne encore une fois la prochaine fois parce qu'il en reste au congélateur? Mais tu sais que quand on fait des crises comme ça, moi je n'ai plus envie de donner de la glace, plus du tout, jamais, jamais. Hein? Si tu aimerais que maman t'en donne une prochaine fois, alors quand je te donne une boule, c'est une boule. Quand tu termines ta boule, tu dis merci maman. Comme ça, vous lui apprenez pour la prochaine fois. En général, quand vous montrez à l'enfant, ça c'est ce qu'on appelle la conséquence. Quand vous montrez à l'enfant une conséquence, c'est-à-dire que par ton attitude, tu risques de ne plus en avoir du tout. Ah, alors en général, l'enfant se dit, et puis si vous voulez, l'apprentissage ne se fait jamais en temps de crise. Donc là, je pose une conséquence, toujours dans mes bras, c'est jamais contre l'enfant. C'est pas, si tu continues à pleurer, tu n'en auras plus jamais. T'as compris ce que je te dis? C'est pas du tout ça l'attitude. C'est pas ça l'attitude. Et ça, c'est ça qui c'est très important de savoir globalement ce que vous devez faire entendre à l'enfant. Et ça va avec toute la posture qui consiste à accueillir les émotions. Quelque part, ces pleurs ne vous gênent pas, ne vous dérangent pas. Si l'enfant il a bien enregistré que ces pleurs sont des pleurs qui viennent exprimer sa propre frustration, mais qu'à aucun moment ils ne sont contre vous. Donc il les utilisera plus contre vous. Hein. Il faut bien comprendre que quand un enfant, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, en gros, ça va avec tout un état d'esprit. C'est-à-dire que si de base déjà, les émotions sont accueillies, ça veut dire qu'un pleur
Bon, c'est sûr, des fois, ça peut me casser les oreilles, hein. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire à l'enfant, s'il te plaît, là, j'ai mal aux oreilles. Mais globalement, le pleur n'est pas contre vous parce que fondamentalement, il ne vous gêne pas. Donc, si vous voulez, l'enfant ne l'utilisera pas comme moyen de pression contre vous. À ce moment-là, même l'enfant qui pleure, vous le prenez dans vos bras en vous disant, là là, t'es vraiment triste, hein, t'avais vraiment envie d'une deuxième boule. Je sais, chérie, bah oui, quand on veut une, après on veut une deuxième. Je comprends mon cœur. Viens, je vais t'aider à te calmer. D'accord, viens un peu contre moi. Quand ça va mieux, tu me dis. Par exemple, hein, à nouveau, c'est des exemples sortis de ma tête, mais ça peut être tout à fait autre chose, mais c'est vraiment un exemple de la posture. Le pleur ne me gêne pas. Je suis là pour t'aider à te calmer. Quand l'enfant s'est calmé, vous dites, tu sais, si t'es content que je t'en donne une. Hein, c'était bon. Tu es content que maman elle donne une glace. Tu sais, maman elle donne une glace. Elle donne pas deux glaces. Alors les enfants, ils doivent apprendre quand on donne une à dire merci. Voilà. Et ça, cet apprentissage, vous le faites quand l'enfant s'est un petit peu calmé. Et la prochaine fois, surtout, 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 la prochaine fois que vous sortez la glace, vous dites quoi avant de la donner? Tu te souviens de la règle? Combien de glaces on a le droit? Les glaces, c'est une. Et j'invite beaucoup les parents à créer des petites, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot que j'utilise. Des petits proverbes comme ça. Comment? Des petites expressions, hein? En mode, ah, tu te souviens, les glaces, c'est une. Et vous dites bien ça avant de donner. Quand on aura fini sa première glace, qu'est-ce qu'on dira? Je veux une deuxième? Ou on dira, merci maman. Et là, vous faites un peu de théâtre. Qu'est-ce que tu diras quand tu auras fini la glace? Et vous allez voir, vous entraînez l'enfant et ça sera terminé pour les hurlements, vous n'en aurez plus. Quel livre je vous conseille? Je vous conseille les livres de Adèle Faber et Hélène Maslich, Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, même en précisant que ce sont des livres qui sont incomplets. Clairement, j'ai commencé avec ça et j'ai toujours été frustrée parce que ça manquait de clés, mais c'est assez bon pour un démarrage. Sinon, vous avez tous les livres de Daniel Siegel qui sont excellents, notamment Le cerveau de votre enfant, La discipline sans drame, et bientôt peut-être celui que j'ai pour projet d'écrire. Voilà, c'est mon projet de l'année 2023-2024, en espérant que je tiendrai. C'est pour ça que ton titre m'a beaucoup parlé, nouveaux défis, hein. Moi aussi, j'ai beaucoup de défis. Et il va falloir tenir tous ces défis-là et ne pas abandonner en cours de route. Alors, je regarde les questions suivantes. Comment faire si un ado ne veut pas partager ses émotions? Alors, soit c'est un ado qui n'a pas eu l'habitude de les partager quand il était plus jeune, c'est possible, hein, cas numéro un. À ce moment-là, ben, c'est un changement que les parents vont faire dans leur attitude, montrer que les émotions font partie de notre vie. Voilà, moi-même, je les exprime. Toi-même, tu peux les exprimer, elles ne me font pas peur. Et quand un enfant exprime une émotion, ne jamais l'accueillir avec du jugement. Hein? Pourquoi tu ressens comme ça? Mais non, ne te sens pas comme ça. Ou bien ne jamais le culpabiliser ou ne jamais minimiser en lui disant mais non, mais c'est pas si grave que ça. C'est vraiment aller comme l'enfant ressent. Alors vraiment, c'est des clés. Si on n'a pas trop l'habitude pour s'entraîner, je ne peux pas vous conseiller mieux que de suivre un atelier ou de lire des livres si vous en avez la patience. Puis après, les livres, c'est pas tout à fait comme un atelier, mais c'est aussi de bonnes bases. Et puis, cas numéro 2, un enfant qui a toujours été dans une maison où les émotions étaient accueillies, sauf que d'un coup, il ne veut plus les partager. C'est très possible. Ça peut tout à fait correspondre à un passage d'adolescent en mode, ça y est, moi je suis grand, moi je suis fort, j'ai plus besoin que... voilà. C'est un passage. Acceptez-le et continuez comme avant quand une émotion s'exprime à l'accueillir et à exprimer les vôtres et montrez-vous toujours proche de cet enfant. Quoi qu'il en soit, c'est une période qui passera, je pense. Voilà, j'espère avoir correctement répondu à la question sur les ados. J'ai des messages de remerciement. Ben, merci, Dora. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Merci beaucoup, Rivka. C'est très, très agréable de t'écouter. Vraiment. Très agréable. Et on a envie encore de poursuivre et de suivre tes ateliers. C'est vraiment très riche à tous les niveaux. Et tu m'as fait rire un peu. C'était très, très agréable. Il y avait de Voilà. l'humour. Il y avait de tout, vraiment. Merci infiniment. Ben, Tu nous avec as fait un plaisir. très, très beau cadeau. Avec Merci plaisir. infiniment, Rivka. Merci à toutes. Et on continue de te suivre. Et annonce-nous très prochainement la publication de ton recueil et on se fera un plaisir de faire la une de notre wellness. Voilà. Mon fils m'a donné une stratégie. Il m'a dit une page par jour. En un an, tu as fait 300 pages. J'ai dit, Waouh! c'est pas une mauvaise idée. Je vais voir si je pourrais m'y tenir. T'as un bon coach. Voilà. Allez, à toutes.
Bonne À soirée, bientôt. bonne Merci reprise, une beaucoup. bonne semaine et merci beaucoup, Rivka. Bye Avec bye.